Buenas tardes a Bonjour todos, à tous, bienvenidos a soyez esta bienvenus presentación à cette dentro de las présentation dans le cadre jornadas des 11e comiqueras nacionales journées 2015 que organizan de la conjuntamente BD FNAC y qu'organise SD. la FNAC et Hoy SD. tenemos Nous avons la aujourd'hui oportunidad de contar con 5 l'occasion autores d'avoir 5 auteurs franceses français que nos van a acompañar qui nous en una accompagneront semana que coincide pendant cette con la semaine presentación qui de novedades aquí correspond à la en présentation lengua des castellana, nouveautés todas ici en ellas por la espagnol editorial de la maison Yelmo. d'édition Yelmo. Os voy a pasar Je vais unas vous présenter diapositivas que irán quelques diapositives, mostrando las portadas y les imágenes premières interiores pages et quelques images de los diferentes des libros, différents livres. pero no vamos a Mais nous hablar n'allons pas de las parler imágenes, des simplemente para que images, ustedes mais c'est vayan simplement pour conociendo que con vous más, ayez une petite idée con más detalle de l'intérieur de los ces que estamos livres. presentando, que son estos 5 que ven aquí, que justamente esta semana Ce son sont novedad les y como 5 decía, nouveautés de la son semaine novedades de la editorial de la Yelmo. maison d'édition Bien, Yelmo. hemos buscado Nous avons una cherché temática un sujet, un comuna thème commun para las 5 pour obras les 5 y nos parecía que el elemento de cohesión de estas 5 obras l'élément de era cohésion de ces 5 el género de la œuvres était aventura. l'aventure. Pues decíamos la aventura en L'aventure estado puro en y état tenemos pur. cómics Et nous de avons cowboys, des BD de de indios, cow-boys, de d'indiens, vikingos, de vikings, de samuráis, de samouraïs. Pero no es Mais ce exactamente n'est pas exactement el concepto de aventura le propiamente concept dicho, ¿no? d'aventure. Se entiende como On le aventura comprend comme aventure cuando hacemos una empresa lorsqu'on en que no conocemos fait muy bien el quelque resultado chose dont on ne final connaît pas le y résultat cuando final. esa empresa Et tiene lorsque un cierto riesgo, ¿no? Decimos cela que comporte tenemos una quelques risques, aventura por c'est-à-dire delante. qu'il y a une aventure devant nous. En las obras que tenemos Dans les aquí œuvres encima de la que nous mesa avons hay ici sur la una table, mezcla il y a un entre el mélange género fantástico, de genre la fantastique, fantasía y la aventura. fantaisie et aventure. Si la aventura Si es l'aventure una empresa con riesgo, comporte la des risques, fantasía la supone fantaisie la suppose introducción l'introduction de, digamos, de lo que se conoce como ce que l'on la appelle suspensión de la incredulidad. la suspension La de suspensión de la l'incrédulité. incredulidad La suspension de significa l'incrédulité, que ça veut aceptamos dire que como nous acceptons en lectores tant que lecteurs que lo que hay en ce esa qu'il y a aventura, en dans ese cette texto, aventure, dans ce no es texte, verosímil, n'est pas pero lo semblable, aceptamos a mais cambio nous de pasar un l'acceptons buen momento y pour pasarlo passer un bien moment con la agréable lectura. pour nous amuser pendant la lecture. En el extremo estaría la À fantasía, l'autre cuando extrême, il y a la aparecen todo fantaisie, tipo de lorsque toutes demonios, sortes de elfos, diables, elfes, hadas, fées, dragones, dragons, etc. etc. Y apparaissent. en otro extremo tendríamos la Et de aventura. l'autre côté, nous avons Luego hay un l'aventure. punto Et au intermedio que milieu, también tendremos que nous en comentar parlerons en la aussi charla, aujourd'hui pendant que la son conférence. género Il de y a un aventura genre donde en d'aventure ciertos momentos où à certains se moments introducen elementos on introduit des fantásticos, éléments que me fantastiques. parece un tema C'est- muy Cela me interesante semble un para sujet très comentar intéressant con los à invitados. Recientemente avec se nos hizo invités aujourd'hui. un estudio Récemment, de todas las il y a obras une- publicadas en España en el año une 2014 étude de toutes les y el œuvres resultado indicaba publiées en que el 2014 et le 80% résultat de las obras disait que publicadas en España en 80% des 2014 œuvres publiées eran en del género Espagne de en la 2014 aventura. étaient des Y aventures. muchos expertos Et lo de nombreux asociaban experts a associent ce una fait época à pues, une de époque crisis de donde los crise lectores quieren où les evadirse lecteurs de los veulent problemas y s'évader des buscan problèmes precisamente et cherchent pasarlo bien con à la s'amuser lectura. grâce à la Yo lecture. creo que va mucho más allá que simplemente Ça va bien au-delà una época, un d'une momento époque, determinado, un moment sino déterminé. que va mucho más allá Ça porque va vraiment en bien plus verdad loin parce qu'en lo que estamos réalité, presentando ce aquí que nous présentons es un aujourd'hui, trabajo c'est prácticamente le de una travail década de los autores que de tenemos 10 en ans, la mesa. des 10 dernières années, des auteurs Tenemos, qui sont por assis ejemplo, el derrière la caso table. de Nous Luna, avons le cas de Luna, par que exemple, se publica el primer dont integral la en première castellano, intégrale una vient d'être recopilación publiée en de espagnol, los c'est primeros une volúmenes, pero publication ya hay des varios volúmenes más volumes, mais il y a publicados d'autres volumes qui ont été publiés en en Francia, français. y por lo tanto es un trabajo de una C'est década. donc ¿no? le travail Oco des también 10 dernières années. es un C'est égal, volumen, Oco est également digamos que ya llevamos une varios recopilation de publicados incluso en différents nuestro país. volumes publiés Bueno, même y Aslak ici en también Espagne. tiene títulos Asiac publicados, ¿no? a déjà Eso publié quiere decir que estamos d'autres hablando de un titres trabajo aussi. Nous prácticamente de parlons una donc década y du por lo tanto travail no es un d'une momento décennie. puntual Ce de n'est pas un evadirnos de la moment crisis, sino de una ponctuel pour constatación s'évader de la crise, mais c'est la de una constatation generación d'une que nos génération gusta qui nous, que nos aime, gusta, que la nous aimons, aventura, ¿no? qui aime La duda l'aventure plutôt. está en si La question somos que je me de pose, una, c'est más o menos est-ce todos los que estamos en la que mesa, toutes les aunque yo personnes parezca ici, más même viejo, si j'ai l'air un más peu o plus menos âgé todos que somos vous, de la misma nous edad. avons à peu près Yo tous creo le que même soy âge. más joven que Je crois alguno de que la je suis mesa, plus jeune que pero certaines des personnes assises ici derrière cette table. yo creo que somos todos Mais
Nous sommes de la tradición de la ficción de los años 80, nous venons donde de la la tradition de la aventura fue fiction muy des années importante, las 80, grandes l'aventure, les películas, grands los films ont été grandes très libros, importants, les los grands grandes livres, cómics de aventuras les son grandes de los BD años 80. d'aventure sont des années Y 80. me parece como si hubiera una Et j'ai mezcla l'impression que de c'est comme s'il y la avait un mélange de, nuestra de notre con el génération siglo XXI, donde avec le el 21e elemento siècle, où fantástico l'élément pasa a ser fantastique muy importante devient en très el guión. important dans Y le parece que scénario. haya esa Et on necesidad dirait qu'il y a de ce incluir besoin d'inclure el género fantástico, le genre, elementos fantásticos des éléments fantastiques, le genre en fantastique la obra, ¿no? dans Entonces les me gustaría œuvres. empezar con J'aimerais preguntándole donc al señor commencer Erenguer à demander à M. Rangel cómo s'il, desde una tradición de si depuis une tradition, una historia de une histoire aventuras d'aventure, de indios y d'Indiens et de cowboys, como es cow-boys, la obra de Luna de Plata en c'est le cas Providence, de cómo Lune acaba d'argent à buscando la Providence. introducción de Comment elementos est-ce qu'il fantásticos para dar introduit un des éléments toque fantastiques muy pour original donner a una aventura clásica pour del arriver à oeste? cette histoire de l'Ouest très originale. L'écouteur va peut-être vous déranger dans l'oreille. Ouais, on va peut-être synthétiser. L'arrivée du fantastique dans le western, c'est en correspondance avec l'arrivée du fantastique dans la littérature de genre. On a l'exemple avec Bram Stoker pour l'arrivée du vampire dans la littérature avec Dracula. Et on a aussi Frankenstein de Shelley en 1880. Donc cette littérature en 1880 avait intégré les codes fondateurs du fantastique. Et c'est aussi une période commune à la fin du Far West. En fait, en 1880, on a quasi tout découvert des États-Unis. J'aimais bien l'idée de revisiter l'histoire américaine avec l'ajout du fantastique qui a été créé à cette période-là. Voilà. Donc c'est un peu la synthèse des deux. Il en va de même avec M. Keramidas. Oui, pardon. En fait, moi, je pense être dans la plupart des albums qui sont ici, je pense être celui où il y a le plus il y a moins le côté historique et plus le côté fantastique, en fait. Je sais qu'on est parti sur Luna, on est vraiment parti sur un... je sais que Didier Chris, le scénariste, s'est longtemps battu pour essayer d'inclure plus de côté référencé, historique et vrai, que ce soit dans les costumes des Indiens ou des maquillages ou ce genre de choses. Il voulait en fait qu'on sente, suivant où l'on a évolué, dans quelle région on était selon son parcours, et également dans les costumes, il voulait qu'on sente tout ça. Et en fait, très vite, il a compris qu'avec un dessinateur comme moi, qui suis un peu flemmard sur le côté documentation et ce genre de choses, finalement, à un moment donné, il m'a appelé, il m'a dit, bon, je vois qu'en fait, tu t'en fous un peu de la véracité de l'époque ou de ça. Et alors je lui dis, bah, c'est pas ça, c'est que bon, j'ai été voir sur Internet, les Indiens, c'est comme ça. Et finalement, c'est vrai que je me suis rendu compte que tu mets deux plumes à quelqu'un et tout le monde te dit que c'est un Indien. Et au final, ça m'a plu de partir comme ça et de finalement me laisser aller plutôt par mon imaginaire et du coup par tout ce côté fantastique et complètement inventé, en fait. Donc c'est vrai que c'est, pour moi, par rapport à ce que vous disiez, c'est que le côté fantastique, en tout cas ouais, tout ce qui est inventé, a une part très importante, en tout cas dans Luna. C'est même la part essentielle, en fait. Après, tout le côté effectivement référencé, on s'en est au fur et à mesure des albums complètement éloigné, en fait. C'est devenu vraiment une œuvre de fiction voilà, totalement créée de toutes pièces. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Sí. En el caso de M. Michalak, en Aslak, dans coinciden Aslak, los dos autores, les deux auteurs, M. Michalak como M. dibujante, Michalak en tant que Yves dessinateur como et Yves en tant que en este caso, el contexto es scénariste. Le contexte, l'époque vikinga, c'est l'époque viking, une époque médiévale. Vuelven a introducir Ils el fantástico introduisent à nouveau como l'élément elemento fantastique innovador en el comme discurso. élément innovateur dans le discours. C'était une bonne question. Eh bien, je pense que les auteurs, les scénaristes,
Hubb et Wettins ont voulu utiliser la partie mythologique des Vikings, en utilisant les dieux et tout le monde imaginaire développé par les Vikings, pour le rendre réel, tout simplement. Ils ont fait comme si tout cela était réel, et c'était intégré dans une histoire. C'est tout ce que je peux dire. Et en le caso de Oko? Le fantastique, c'est vraiment une notion qui m'accompagne depuis que je suis petit, et j'adore l'histoire à côté de ça. Et dans le cadre d'une histoire sur le Japon, je savais que le Japon historique est très très complexe, et même si j'étais féru d'histoire, j'avais peur de faire trop d'entorses à l'histoire, et par respect pour l'histoire et aimant le fantastique, je suis parti justement plutôt sur une évasion avec le fantastique, mais en essayant d'utiliser juste à petite dose le fantastique pour pas tomber dans ce que j'appellerais le grand guignol, c'est-à-dire trop de choses qui me font peur parfois, où j'ai l'impression que voilà, donc en jouant sur voilà, avec modération sur la partie fantastique, un petit voilà. Bon, ça c'est voilà. Yo propongo en el discurso de las obras fantásticas que aceptemos una excepción, un miracle con la que da juego a algo fantástico en la historia, pero el resto quelque chose de fantastique dans l'histoire, mais qu'en dehors de ce qui est miraculeux, ça devrait respecter les lois de la physique. À mon avis, dans vos cas, quelles sont les limites, à votre avis? Jusqu'où pensez-vous que vous pouvez arriver, ou est-ce que vous pensez que l'imagination est infinie et vous pouvez arriver n'importe où? Est-ce que vous marquez des limites vous-même? Oh non, là, incapable de répondre. Moi, personnellement, je ne serais pas répondre. Il y a beaucoup de choses que je fais de façon inconsciente, et j'ai du mal à tout théoriser, et je suis mal placé pour parler forcément des limites des choses, parce que où on se situe des limites, peut-être que des générations qui arriveront après les repousseront plus loin. Je ne sais pas où sont les limites d'un récit, je ne sais pas où commence vraiment le récit fantastique. Donc je suis mal à l'aise par rapport... J'aurais du mal à répondre à cette question, mais peut-être je pense qu'il y a d'autres personnes qui... Tu n'as pas parlé encore. Ouais, qui est muet. Ah oui. Non, mais je pense que là, c'est vrai que... Je sais pas. Moi, dans les pirates, le seul élément fantastique qui existe, c'est le personnage féminin, enfin la fille qu'on rajoute dans l'histoire, qui est la fille de Napoléon. Donc ça, c'est fantastique. Parce que la dernière nouvelle, il n'a jamais eu de fille. Mais sinon, nous, on n'est pas trop dans le fantastique. Au contraire, on est plutôt dans l'hyper-réalisme. Et voilà. Donc sur le sujet, je ne suis pas trop... Ouais, sur les limites, là, on est sur les limites. En plus, sur les limites, ça va être un peu juste. Moi, je peux rebondir. Vas-y. J'ai envie de rebondir sur le principe que la construction d'une histoire répond à l'envie de pousser un sujet, surtout dans le fantastique, vers une lecture qui est déjà un loisir, mais aussi on est convaincu de son développement en tant qu'auteur. C'est-à-dire qu'on aborde le fantastique, mais avec la conviction que ce qu'on défend est une réalité, puisque c'est une création pure, mais aussi une réalité. On crée un univers qui est tangible, qui a ses codes, et ça peut aller de La Force immortelle de Bilal à l'Incal, ça peut aller à nos BD. C'est des univers cohérents. Ce qui rend cohérent le fantastique dans un univers, c'est quand on pousse jusqu'au bout la logique. C'est-à-dire que, prenons tout le monde connaît Star Wars, le Faucon Millenium ne passe jamais en année-lumière. Le problème de sa panne année-lumière le rend crédible parce qu'il est en panne, ce Faucon Millenium. Et en fait, on est exactement à l'endroit où on peut comprendre que le fantastique que l'on crée devient crédible parce qu'on le rend faillible, comme une machine humaine. Et à partir de là, tout le monde croit au Faucon Millenium de Han Solo. Eh bien, c'est ça notre démarche, en fait. C'est d'arriver à faire en sorte que notre univers soit cohérent et crédible pour que notre fantastique devienne l'huile d'un moteur qui va fonctionner. Le cas échéant, ce qui est réel, c'est qu'il y a un marché pour tous. Dans le cas de M. Bonnet, il y a la possibilité de lire des œuvres hyper réalistes. Nous devons dire que l'on vient de publier
Attila, qui a été publié en fait en français avant les Pirates, et qui est l'une des premières œuvres avec les dialogues de Mitton, que Guillermo récupère maintenant dans une édition intégrale qui sera publiée cette semaine. Dans ce cas, c'est une œuvre réaliste, un biopic en fait d'une personne historique, Attila. Si je comprends bien, il y a un marché pour tout le monde et il y a un public aussi qui est intéressé par cette aventure vraisemblable d'Attila. Oui, bah c'est le même principe que pour les pirates en fait, c'est-à-dire qu'on suit relativement les faits historiques de l'époque, que ce soit sous Attila et on y intègre un personnage à nous on fait comme s'il agissait sur l'histoire en fait, sans vraiment le savoir. Mais oui, c'est le même principe, c'est plutôt historique et réaliste. Même si dans Attila, je pense qu'il y a un peu plus de fantastique que dans les Pirates de Barataria. Parce que dans Attila, on s'est un peu amusé. C'est plus facile du fait de l'époque et de l'antériorité en fait d'amener du fantastique, puisque déjà, comme on disait au début, au niveau documentation, il y en a beaucoup moins. L'iconographie des 1 est assez petite finalement. Il n'existe aucun portrait d'Attila, par exemple. Donc, on peut plus facilement faire ce qu'on a envie que sur une époque plus récente où la documentation est un peu plus... en tout cas, si on veut suivre une histoire comme elle est plus importante, quoi. Voilà. Quelle est la relation avec un scénariste lorsque vous devez concevoir une œuvre fantastique? Quelle est la description du scénario, la forme, les couleurs des personnages? Est-ce que ça implique tout cela? Qui est-ce qui décide tout cela pour les personnages fantastiques? Alors, après, je pense que ça dépend du scénariste avec lequel on travaille. Moi, en commençant la BD avec Didier Chris comme scénariste, qui est aussi avant tout un dessinateur plutôt connu et qui a un univers déjà bien ancré, il fait partie de ces scénaristes qui ne peuvent pas s'empêcher, lorsqu'ils envoient un scénario, de crayonner quand même un peu. Comme moi, je voulais m'éloigner, je voulais pas faire du sous-Chris ou quelque chose comme ça, donc je voulais m'éloigner et pas être trop influencé par ce qu'il avait fait. J'ai eu tendance à juste regarder brièvement ses directives et ses directions, et puis après à partir, moi, dans ce que je sais faire, c'est là où il a vu qu'effectivement il allait avoir du mal à me contrôler et à m'imposer trop de choses. Et au final, comme il a vu que ce que je faisais paraissait assez cohérent avec son histoire, à un moment donné, effectivement, il a lâché prise et puis il m'a dit on fait aussi l'album que tu as envie de faire, quoi. C'est sûr que lui, s'il avait dessiné, lui qui est dessinateur, s'il avait dessiné Luna, elle aurait été différente. Il y aurait eu sans doute d'autres choses, d'autres directions aussi. Mais moi, j'avais vraiment en tête effectivement quelque chose un peu d'hors du temps, quoi, même si finalement c'est assez ancré amérindien. Il y a quand même... En fait, tout à l'heure je disais qu'il n'y avait aucun côté historique, c'est pas vrai. C'est parce que Didier Chris, finalement, le scénariste, en amène quand même beaucoup. C'est-à-dire que lui, il a lu beaucoup de bouquins là-dessus. Il y a pas mal de choses, l'initiation, le rapport avec les animaux, etc. Et tout ça, c'est ancré dans la mythologie indienne énormément. Ce qui se passe, c'est que il aurait pu tomber sur un dessinateur qui était passionné de ça. Moi, n'y connaissant rien à la base là-dessus, je me voyais mal commencer à lire des bouquins et des bouquins sur les Indiens pour être vraiment dans le ton juste. Parce que je pense que quand on part sur un sujet aussi pointu, c'est ce que Hub disait tout à l'heure par rapport à sa série, soit on y va à fond et on est irréprochable sur les costumes, sur tout ça et tout. Sinon, on va toujours se retrouver en dédicace avec quelqu'un qui vient en disant oui, mais attends, telle tribu, là tu lui as mis 2 marques, mais c'est pas possible parce que c'était juste un rond qu'ils avaient ou des choses comme ça. Et moi, je voulais vraiment éviter ça, donc je me suis dit autant me créer mon propre univers. Pour tout le monde, Luna, c'est une indienne. Et voilà, ça fonctionne comme ça. Mais en tout cas, l'apport du scénariste, effectivement, est
pour ma part, est faussé parce qu'il est dessinateur. Et du coup, c'est plus un échange de dessins même qu'on va se faire à un moment donné, quoi. Même si, au fur et à mesure, on avait une totale liberté. À la fin, il n'y avait plus de descriptions pour décrire les personnages. Mais au début, c'est vrai que je sais que Didier Chris a voulu imposer un petit peu ces trucs. Et puis, bon, moi, d'où je sortais du dessin animé, l'idée en rentrant dans la bande dessinée, c'était surtout pas qu'on m'impose quelque chose. Donc, du coup, il y a eu un petit conflit qui n'a pas duré très longtemps et qui a été plutôt bénéfique pour tout le monde, je pense. Mais voilà. Mais après, je pense que ça dépend vraiment avec qui on travaille comme scénariste, en fait. Monsieur Keramidas, Monsieur Rangel, vous avez publié en Espagne, en espagnol, des titres de Légendes de Troie, qui sont des intégrales indépendantes que l'on peut lire indépendamment. Je ne sais pas quelles ont été les indications que vous avez reçues pour intégrer l'œuvre dans l'univers de Troie. Est-ce qu'on vous a donné des images, des lois, des graphiques? Est-ce qu'on vous a donné des contraintes? En travaillant avec Arleston, c'est aussi autre chose qui s'est passé. Alors, pour ma part, je ne sais pas, celui d'Eric, il me semble quand même qu'on retrouve plus ou moins des trolls ou des choses de ce genre. Moi, pour ma part, en fait, il a pris une période. En fait, Arleston, quand il a créé le monde de Troie, il a fait une carte qui est assez grande. Et en plus des périodes aussi. Donc du coup, il a cette cartographie et puis de temps en temps, en fait, quand il ne sait pas trop quel sujet prendre, il va dire tiens, cette région-là, on l'a pas visitée, donc on va y aller. Et puis en plus, il met dedans des différentes époques, ce qui fait que du coup, l'univers est assez infini. Et du coup, même si moi, ça m'aurait pas déplu d'avoir à dessiner, finalement, d'avoir des trucs un peu référencés, m'aurait plutôt fait marrer. C'est ce qui s'est passé quand j'ai fait le donjon, où là on est clairement référencé, les personnages existent dans d'autres séries, on doit vraiment... c'est assez marrant comme exercice d'ailleurs à faire. Là, Arleston, sur le mien, il a dit on part sur une époque et une région qu'on n'a pas vue, donc c'est invention totale. Donc, après c'est juste, là pour le coup il n'est pas dessinateur, donc il envoie juste... telle bestiole ressemblerait un petit peu à une espèce de chameau, mais finalement pas tout à fait comme ça. Il n'y a pas de boss, il y a une bosse, il y a ça, etc. Et puis après j'envoie des dessins, et puis on fait des échanges, et puis à un moment donné il dit là on est dans le bon ton. L'idée c'est de trouver un peu, en fait sur un album comme ça on se cale vraiment sur le premier album, et après une fois que sur Tycho il y a 3 albums, c'est vrai que une fois que le premier album est ancré, voilà. Et les choses évoluent aussi beaucoup. Arleston, alors je sais pas si c'est aussi parce qu'il a beaucoup de séries à suivre, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui va fournir un scénario d'une traite. C'est plutôt quelqu'un qui va avancer séquence par séquence, donc 5 pages par 5 pages à peu près. Et l'argument qu'il a pour avancer comme ça, c'est qu'il a besoin aussi de voir ce que va faire le dessinateur, et ce que va faire le dessinateur va lui-même l'inspirer pour son scénario. Donc du coup, on s'est retrouvé dans Tycho avec un personnage qui était un personnage complètement secondaire qui devait apparaître 2 cases en début d'album et qui est devenu finalement un des personnages principaux et qui reste encore dans le 3e tome. Il est encore là, quoi, en fait. Et en fait, il avait bien aimé graphiquement ce que j'avais fait. Il m'a dit lui, on lui donne un rôle, en fait, quoi. Donc finalement, c'est vraiment un échange de part et d'autre. Mais alors ça a les qualités et les défauts d'un scénario aussi qui se construit au fur et à mesure aussi. Carrément. Ouais, moi je suis plus carré. J'aime bien travailler sur des histoires construites avec une visibilité. J'aime bien avoir plus de 15 pages devant moi, donc parfois ça me posait un problème. Sachant qu'en designant une créature, un personnage qui n'apparaît qu'une fois et qu'on y passe du temps, parce qu'on se dit ça se trouve il va nous la remettre dans 3 pages, et en fait il l'utilise plus jamais, donc par moment j'ai eu une sensation un peu de dispersion. Mais le cahier des charges de Troie existait, puisque tous les albums de Tarquin et de Maurier étant là, j'avais qu'à piocher dans l'iconographie. Bien mal m'en a pris au début du tome 2 de Nuit Safran, puisque dans son script il écrit des trolls. Et moi, bêtement, j'ai cru à des trolls de Troie, donc j'ai dessiné des trolls de Troie rigolos. Et il m'a dit non, pas du tout. Il me faut des gros trolls bien méchants. Donc j'ai mis à la poubelle 3 pages de crayonné.
Donc parfois ça donnait drôle de trucs, mais je pense qu'il avait comme idée sur les légendes de Troie de développer l'univers dans les parties non explorées. Donc moi j'ai fait les baronnies dans le nord, et c'était pas pour repasser sur les traces des auteurs précédents. Donc on a ajouté une pièce à un Pulse, qui est un univers en soi, fantastique. Et pour ma part, j'avais un passage dans les baronnies où il n'y a pas de magie, donc c'était assez particulier. J'étais un petit peu déçu parce que j'aimais bien le principe de la magie, mais bon. Mais ça reste toujours intéressant avec Christophe parce que c'est un feuilletoniste. Donc, comme disait Nicolas, on a affaire à quelqu'un qui tuerait une histoire pour un bon mot, on va dire. S'il peut placer une bonne vanne à un endroit, même si c'est catastrophique pour le rythme de l'histoire, il va le faire. Donc ça, je respecte. Donc quelque part, je me suis dit, allez, allons au bout de ce truc, on verra bien. Mais parfois, c'est surréaliste avec Christophe. Ouais. Voilà. C'est très fantastique de travailler avec lui. Monsieur Michalak, Monsieur Michalak, quelle est votre expérience de travailler avec un scénariste qui est aussi dessinateur? On rigole beaucoup. Déjà, ça, c'est le plus important. Je voulais dessiner une histoire d'un dessinateur, parce que j'en avais clairement assez de bosser avec un scénariste qui n'était pas dessinateur, même voire universitaire. Et je voulais justement partager un imaginaire avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je voulais que la personne m'apporte quelque chose et que j'apporte aussi ma pierre, une sorte de ping-pong, je sais pas, créatif. Vous comprenez ce que je voulais dire? Donc, ils n'ont pas de ping-pong. Vous connaissez le ping-pong en Espagne? Tennis? Donc, le scénariste m'apporte une idée, je la retransforme, je la retriture, je la remodèle et je repropose une autre idée. Et ça peut continuer comme ça un petit moment. Voilà, c'est à peu près l'idée de collaboration en BD que je souhaitais, moi, en tout cas. Et contrairement à Arleston, avec Humbert, on a tout le tome décrit en un seul bloc. C'est-à-dire que les 46 pages sont écrites et je fais tout le storyboard, c'est-à-dire le brouillon de la BD en une fois. Donc il n'y a pas de surprise. Je sais quel personnage sera là, s'il reviendra ou pas, si tel objet sera important ou pas. Donc je peux construire mon histoire du début à la fin et travailler le graphique précisément. Voilà. La crise os ha dificultado saber la crise podéis cambiar una trilogía a fait que parfois vous deviez changer une trilogie pour un tome ou deux tomes. Est-ce que cette incertitude vous a touché au cours des dernières années? Moi, je ne pense pas que ça vienne de la crise. Je pense que ça vient surtout de l'histoire. Si l'histoire ne plaît pas, ou ça va s'arrêter et ils vont boucler une série en 3 tomes. Nous, on a démarré les Pirates de Baratoria en pleine crise. On a démarré en 2009, la crise a démarré en 2007. Et on va sortir le 9e, mais on va certainement en faire 13. Donc je pense que c'est pas lié à la crise. Je pense que si on a un sujet qui plaît, et si l'histoire plaît en général, les albums plaisent. Enfin, je crois. Je suis d'accord. Moi, j'ai recommencé. On a interrompu une série avant la crise. Et la série que nous avons commencée là, elle continue dans les termes. Donc Franck a raison, ça dépend de l'histoire, tout simplement. Par contre, il est possible que la masse d'albums vendus soit moindre par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans. Il y a des séries qui ont perdu, effectivement. Mais je pense quand même qu'une série dont l'histoire plaît, elle est viable, en tout cas pour en faire plusieurs tomes, et en tout cas aller au bout, je pense.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour le plan d'édition des Pirates de Guillermo a publié en intégralité les 4 premiers tomes et le premier cycle est de 7 tomes si je ne me trompe. Ah oui, on a fait plusieurs cycles en fait. On fonctionnait justement sans savoir exactement ce qu'allait donner la série. Donc on est parti au départ sur un cycle de 3 tomes. Après l'éditeur a été satisfait, il trouvait que ça se vendait plutôt bien. Donc nous on avait aussi la suite en tête. Donc on a fait un 4e tome du cycle 1 qui est presque un tome de liaison avec le cycle 2. Ensuite on a fait un 2e cycle de 3 tomes. Et là, on fait des cycles de 2 tomes. Alors là, en fait, le nombre de tomes des cycles dépend des histoires. C'est-à-dire que Marc, mon scénariste, ne veut pas se fixer à 2 tomes systématiquement. S'il estime qu'il faut 3 tomes pour faire l'histoire, il va prendre 3 tomes. C'est pour ça qu'il y a une variation du nombre de tomes dans les cycles, en fait. C'est pour ça que tous les cycles ne font pas 2 tomes ou 3 tomes. On ménage pour cycle. Mais si je ne me trompe, vous avez hièrement prévu de publier en espagnol une 2e intégrale avec le 5e, 6e tome. C'est possible? En espagnol? Vous savez ce qui va être publié en espagnol en 2e intégrale? Je ne sais pas du tout ce qui va être publié en espagnol, moi. C'est bien. Pas encore. Enfin, oui. Non. Mais sur quel tome travaillez-vous maintenant en français? Là, en ce moment, en France, je travaille sur le 9e, qui est donc un cycle de 2 tomes, le 8 et 9, qui traite de la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1815, entre les Anglais et les Américains. Voilà. Et ensuite, on a encore un cycle éventuel sur Napoléon à Sainte-Hélène, et on peut faire un 3e cycle. En fait, on développe l'histoire des frères Lafitte, donc on sait qu'ils ont fini leur carrière en faisant de la contrebande au Texas, donc on peut aussi dérouler sur presque un western. Voilà, donc après ça s'arrêtera quand même. À 13, on est sûr d'arrêter. Parce qu'après, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, voilà. Lors d'autres journées de la BD à Madrid, vous nous avez expliqué comment vous avez réussi à dessiner ces bateaux avec autant de détails et que vous aviez construit des maquettes pour faire des photos et pouvoir mieux connaître toutes les parties des bateaux. Disons que c'est une double passion. J'ai fait des maquettes en bois de bateaux parce que c'était une passion à côté de la bande dessinée. Donc, après, on mêle 2 passions. Mais j'ai plus fait mes dessins de bateau grâce à de la documentation que grâce à mes maquettes. Après, je me sers parfois de mes maquettes, mais c'est surtout le fait de faire des maquettes fait qu'on intègre tout le descriptif et toute la technologie des bateaux. Donc, du coup, ça aide à les dessiner parce que c'était quand même un milieu et un monde assez particulier. Donc, voilà. Mais c'est juste une idée comme ça. C'est moi qui suis allé voir Marc, qui était un copain, et qui lui ai dit j'ai remarqué qu'il y avait peu de dessinateurs de bateaux réalistes, à part Patrice Pellerin et Jean-Yves Delitte, je crois. Et donc j'ai juste dit à Marc il doit y avoir une histoire à creuser, parce que moi j'ai envie d'en faire aussi. Et voilà, quoi. J'ai une curiosité sur la typographie qu'il y a sur les premières de couverture. Est-ce que cette typographie est intimement liée au genre en question? L'Ouest, les samouraïs, les pirates, que vous essayez d'associer l'esthétique, la typographie des titres en cherchant une intégration. Dans l'histoire, comment travaillez-vous cette particularité qui me semble très intéressante, puisque les 5 titres, on les voit les uns à côté des autres, on voit les différences de typographie des titres. En ce qui concerne, alors moi c'est pas, alors je sais pas pour les autres, mais c'est pas moi qui ai fait, le titre. Néanmoins, j'avais quand même une idée. J'avais fait un petit croquis en fait où il y avait déjà ce L qui partait, et ça partait un peu plus ou moins
en plume, etc. Donc évidemment, je voulais un truc que ce que j'avais fait ressemblait à peu près à ça, mais en mal fait, quoi. Et chez Soleil, ils avaient un maquettiste qui bosse pour d'autres maisons d'édition maintenant, qui était vraiment quelqu'un qui avait une vision de l'album vraiment bien. C'est-à-dire qu'on pouvait les remettre finalement, même les couvertures, c'est lui qui s'en est occupé au tout début. Et finalement, on lui donne une couverture qui est à la base une illustration, et de cette illustration, il en fait un album, quoi, en fait. Et donc lui, je lui avais fourni mon petit croquis avec ses petites plumes et ses petites choses comme ça. Et il est revenu avec ce logo de Luna, et en fait ce logo de Luna, si on regarde, à part que là ils l'ont passé finalement en demi-teinte ou en une seule teinte, mais en fait il a réellement posé sur le scanner, c'est que des branches, des plumes super légères, des brindilles, des choses comme ça, et il a composé le truc comme ça. Donc oui, ça a un rapport direct parce qu'on voulait quelque chose de très naturel et nature en fait. Donc c'est vrai qu'on a vu le logo, quand j'ai vu la version finale du logo, il y a vraiment pas eu une hésitation, et c'est vrai que finalement ce logo de Luna a maintenant presque une quinzaine d'années. Il y a pas mal de séries qui remodèlent leur logo au fur et à mesure. Je serais tenté de le faire à un moment donné, et puis après je me dis, mais en même temps c'est vraiment une identité propre à l'album, propre à cette série. Donc c'est pas dit qu'on refasse un relooking quelconque. Mais voilà, mais c'est vrai que le logo, si on voit le truc au départ, il est vraiment parti il était dans son jardin, il a pris tous les trucs qu'il trouvait, et voilà comment on est allé au logo. Mais c'est après aussi, voilà, c'est pour ma part en tout cas, je l'ai pas fait. J'ai à chaque fois une idée à peu près de ce que je veux, mais après faire un beau logo qui claque comme il faut, etc. C'est un métier aussi, quoi. Mais après, je sais pas comment ça se passe pour les autres. Pareil que toi. Pas mieux. Pareil que toi. C'est le même mec. Monsieur Yves, Moi, c'est aussi un logo. Ah, pardon. Ah, tu l'as. Non, vas-y. Moi, c'est sur le Nuit Safran, j'ai pas eu à intervenir. Par contre, pour le logo de Lune d'Argent, j'ai fait absolument tout cet album, de la couleur, du script, storyboard, dessin, ancrage. Donc arrivé au bout, j'ai fait la maquette du bouquin et j'ai fait le logo. Tant qu'à faire, autant terminer le truc. Et en fait, à mes débuts, j'ai commencé, avant d'être auteur de bande dessinée, à travailler dans la pub. Et je travaillais dans tout ce qui était maquette et logo. Donc j'ai travaillé essentiellement la typographie. Et à une époque, il n'y avait pas d'ordinateur, donc on travaillait vraiment avec des typographes. On faisait des commandes de typos chez des photocompositeurs. Et parfois, on travaillait avec des typographes qui dessinaient les typos. Donc moi, j'ai appris à dessiner des lettres. C'est un métier qui n'existe plus quasiment. Donc j'ai fait mes premières armes là-dedans, c'était à la fin des années 80. Et sur cet album, j'ai eu envie de retourner vers ce que j'avais appris à l'époque, c'est-à-dire la finalité de la mise en valeur d'une couverture par la typographie. Et puis là, après, dans le code utilisé, oui, bien sûr, je suis resté sur les codes classiques du western. Donc on a une typographie qui est qui est travaillée un peu à l'ancienne, en filigrane, avec un retour de lettres qui rappelle les typos des dollars américains. Mais en tout cas, ma démarche était vraiment artistique jusqu'au bout. Il y avait une envie d'aller au bout, ce que j'ai pas fait pour Nuit Safran, puisque là, j'étais pas l'auteur complet du bouquin. Voilà. Ouais, alors c'est vrai qu'une couverture c'est très important, surtout pour le lancement d'une série, parce que voilà, donc la typo en fait partie. Alors sur Oko, on m'avait proposé très rapidement, par rapport à mon titre qui était très court, cette typographie qui rappelle la calligraphie, qui symbolise la calligraphie japonaise, et qui en même temps fait un peu penser, avec ces deux hauts sur les côtés, parce que Oko c'est un palindrome, fait un peu penser aussi à une sorte de visage de fantôme. Moi, ça m'a beaucoup plu, et dès le premier essai, j'ai dit ça me plaît, et on est resté dessus. Alors par contre, la seule chose que je peux dire encore, c'est que la typographie, on a décidé donc le titre, de le mettre vers le bas de l'album. C'est un choix risqué, parce qu'en principe, c'est plutôt vers le haut, mais c'est pas tout le temps le cas, hein, puisqu'il y a aussi des typographies qui sont au milieu. Mais ça joue complètement après sur la composition d'une image. Et c'est vrai que, par exemple, le titre en bas, c'est pas évident parce que ça oblige de mettre tous les éléments vers le haut. Donc c'est un vrai casse-tête après pour placer les choses. Voilà.
Bon, mais voilà. Bon. Et puis dans les bacs, on voit pas. Voilà, explique-moi, mais on met pas les titres. On met pas les titres en bas en général, parce que dans les bacs, une fois qu'ils sont rangés, on les voit plus. On les voit pas, les titres. Voilà, dans les bacs de rangement. C'est pour ça que lui, il le met au milieu. Après, moi, sur Attila, c'est Jean-Yves Mitton qui l'a fait complètement. Ah ouais. Sur la série Attila, c'est Jean-Yves Mitton, en fait. Mais lui, il arrive avec son... Il arrive même au niveau scénario, c'est... travailler avec lui, c'est super agréable, mais au niveau scénario, il dessine les planches, quoi. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas, il dessine. Donc il arrive, il nous amène des planches. Le scénario, c'est un album, quoi. Donc là, la difficulté, c'est de s'en extirper pour faire son propre découpage, parce que automatiquement, on tombe dedans, quoi. Et puis sur les pirates, en fait, chez les éditeurs, souvent, ils ont des gens qui sont des directeurs artistiques ou qui s'occupent de faire un peu des maquettes et de proposer des écritures. Donc en général, on nous en propose plusieurs. Et après, l'auteur choisit. Enfin, moi, c'est comme ça. Sur les pirates, c'est comme ça que c'est passé. C'est Christian Blondel, chez Glénat, qui s'occupe de ça, qui est un ancien affichiste. Son premier métier, c'était faire les affiches, puisqu'il avait fait l'affiche de 37 de Le Matin. Et donc, il avait travaillé avec Jean-Jacques Benex, le réalisateur français. Je ne sais pas s'il est très connu en Espagne, mais bon. Et c'est lui, chez Glénat, qui fait les recherches de logos. En général, il en propose un ou deux et on choisit, quoi. Oui. Les noms de Slack. Allez, pardon. Ça a été proposé par quelqu'un dont je ne connais pas le nom, contrairement à Froc. Je l'ai oublié le nom. Qui travaille à la fabrication de chez Delcourt. Et c'est un peu le même processus qu'Eramidas. On nous a proposé plusieurs moutures. Et on a retenu celle-là qui nous semblait judicieuse. Je voudrais noter que l'éditeur avait insisté pour mettre le titre en bas, ce que moi je n'avais pas prévu, ce que je regrette toujours aujourd'hui. Toi aussi. Car il est très difficile de maqueter une couverture avec un titre en bas. Et l'éditeur voulait noter le fait que le scénario était de Hub, notamment. Donc en mettant ce titre en bas, c'était pour un peu rester dans une sorte de gamme Hub. Ça te va ? Non. Mais moi, je sais que sur Tico, on l'a mis en bas le titre aussi sur Tico, mais alors, en plus même pas en bas centré, en bas à gauche, je crois. C'était juste lié au dessin où effectivement ça marchait super bien, quoi. Et en fait sur le tome 2, on l'a mis en haut à droite, je crois. En fait au début je m'étais dit bon bah on va garder ça comme et en fait finalement c'est hyper contraignant effectivement le bas, et alors en plus le coup en bas à gauche, alors là on tombe sur un truc enfin j'arrive à rien au point de vue dessin. Donc finalement à un moment donné j'ai fait un dessin qui semble être une bonne couve. Mais on s'est rendu compte qu'avec un titre... Alors, finalement, sur Tico, je crois qu'il y a trois endroits différents à chaque titre. Pas sûr que ce soit génial comme solution non plus, mais des fois, c'est vraiment... Et puis, je pense que ça serait marrant aussi que vous voyez un peu tous les... Alors, c'est pas maintenant, hein, je te rassure, qui commence à stresser. Mais de voir, en fait, toutes les premières étapes de maquette d'une couverture, et même de voir les premières couvertures... Parce qu'en fait, il y a toujours un moment donné où là, le public connaît ces couves-là et nous, on s'y est forcément habitués et personne ne les verrait autrement, finalement, ces couves-là. Mais quand on revoit le nombre d'étapes qu'il y a eu, il y a toujours eu des moments où on s'est dit, celle-là, c'est la bonne couve, etc. Et en fait, on les revoit maintenant et on se dit, mais si c'était sorti comme ça, avec un logo comme ça, mais c'est juste pas possible, quoi. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a... Il y a un moment donné, on voit plus grand chose et il y a tellement de gens qui interviennent, que ce soit le maquettiste, après quand on a une série qui vend un peu, les commerciaux s'en mêlent aussi, l'éditeur, tout le monde se mêle de tout sur une couverture. Et bref, satisfaire 10 personnes en même temps, c'est extrêmement rare que tout le monde soit d'accord. Donc il y a forcément certaines fois c'est l'auteur qui va faire des compromis, d'autres fois c'est l'éditeur, d'autres fois c'est le commercial, mais personne ne va être pleinement satisfait finalement de ça. Et il y a des moments où ça semble tellement évident que
Ça peut être ça, mais c'est marrant de voir du coup la genèse de tout ça parce que des fois ça fait peur. Vous disiez que les couvertures étaient très importantes dans le contexte des BD d'aventure. Avant, on disait que l'aventure, c'est faire un voyage, quelque chose d'imprévu, avec des risques. Les couvertures semblent indiquer le début d'un voyage. Nous avons les personnages qui sont prêts pour partir. Comment savez-vous Comment arrivez-vous à capter le moment qui transmet l'émotion d'une action? Alors, après j'arrête de parler, promis. Juste, alors je ne sais pas comment c'est pour les autres, mais en ce qui me concerne, je ne vais pas pouvoir trop répondre à cette question parce que sur Luna, on a pris une couverture qui est, je crois, l'intégrale des 3 premiers tomes en français. Ouais, donc on remarque que c'est assez cohérent aussi. Mais au final, c'est pas vraiment une couverture, c'est une couverture un peu générique. On aurait pu aussi bien, par exemple, sur l'intégrale de Tycho, je sais qu'ils ont pris la couverture du tome 1. Donc ça aurait pu être la couverture du tome 1, du tome 2. Après, c'est vrai que pour la traduction espagnole, c'est pas nous qui avons choisi. Moi, je trouve ça très bien, ça fonctionne bien, mais du coup, c'est pas vraiment le début d'une histoire. Pour moi, c'est déjà une couverture qui synthétise, qui est déjà une forme de synthèse de 3 tomes, quoi. Donc, après, je sais pas si pour les autres coups, c'est ce qu'ils ont utilisé, du coup, en espagnol. Moi, je me suis fait interdire celle-là, en France. Ah oui. Ouais, la rouge, là, Mourad n'en voulait pas. Et les Allemands en ont voulu, les Espagnols en ont voulu, mais il n'y a qu'en France où j'ai dû la refaire à l'arrache une semaine avant la sortie, enfin l'impression. Donc celle-là, c'est une couve refusée à la base. Mais moi, je l'aime bien, je l'aimais bien. Je voulais une couve rouge qui tape bien, un peu symétrique, et elle a été refusée. Donc merci à l'Espagne d'avoir eu le bon goût de la prendre. Viva España, viva Barça. Viva Barça, il a dit viva Barça. Ah, moi, je suis pour le Barça. Tant pis. Et donc, ouais, non, il n'y a pas de... la couve, c'est une idée lumineuse à un moment entre l'envie d'en finir, parce que quelque part, on vous presse toujours de faire la couve au mauvais moment. Soyons clairs, vous êtes dans votre bouquin. Si vous la faites trop tôt, vous n'êtes pas dans le bouquin, donc vous n'avez pas encore la maturité pour trouver la couve. Et il y a un moment où, quand vous êtes vraiment bien dans votre histoire, il y a un mec que vous connaissez pas, qui vous appelle de la maison d'édition et qui dit « Il faudrait vraiment que tu nous sortes ta couve parce que le marketing il est énervé ». Et là, tu te retrouves avec un mec que tu connais pas, qui te fout la pression. Et tu lui envoies des dessins, mais ça va pas, il te les renvoie, il dit « Ouais, c'est bien, on en a parlé, hein, on a une super idée, mais celle-là, elle n'est pas la bonne ». Et donc, tu deviens un peu agressif avec lui, tu as envie de ne pas en faire ton ami, et tu finis par la rejeter, cette couve, parce que tu l'as dû la faire un peu vite, et on finit toujours par t'en faire refaire une qui sera la bonne, ou pas. Mais donc c'est un long processus d'énervement, de satisfaction, de rejet, de plaisir. Ça ressemble un peu à la vie. Et... avec ses ennemis et ses amis, voilà. Donc c'est un peu compliqué par moments, les couves, je dois avouer. Moi, j'ai eu des envies de meurtre à la fin de certains albums. Algunas he tenido ganas de matar a gente. C'est aussi très compliqué parce qu'il y a de nombreuses personnes qui interviennent et qui donnent leurs idées, j'imagine. Trop de personnes qui interviennent. Pour moi, le grand regret que j'ai dans l'édition aujourd'hui, c'est qu'on n'a quasiment plus des éditeurs en nom propre. Il y a eu Mourad, mais Mourad a revendu chez Soleil. Dupuis, il a été repris, Monsieur Dupuis n'existe plus. Georges Dargaud n'est plus là. Il reste Jacques Glénat et Delcourt, mais c'est très rare. Souvent, on a affaire à des éditeurs qui ne sont plus aux commandes. Et Mourad était encore capable de dire j'aime pas un truc, comme les éditeurs des années 60. Mais aujourd'hui, c'est un gars à qui on a filé le travail de dire ce qu'il aime ou pas de notre travail pour une couve et qui nous l'impose. Moi, ça a tendance à me rendre un peu nerveux. Surtout quand j'ai porté un bouquin pendant 2 ans, j'ai pas envie qu'un mec qui se réveille 2 semaines avant l'impression me dise ce qu'il en pense. Donc je peux être très difficile sur la couve. Je suis un garçon très gentil, mais il faut pas me chercher sur la couve, quoi. Voilà. Ouais, c'est pareil pour tout. Je suis sûr que pour eux, c'est pareil. Oui. Non, pas exactement. Non, c'est pas pareil. Non, parce que justement, moi, c'est pas exactement. J'ai pas la même vision. Je peux comprendre exactement ton point de vue, mais je considère que justement, c'est très très difficile de synthétiser un album avec une image. Et que parfois, de l'intérieur, on n'est pas tout le temps très bien placé, parce qu'on a été dans sa tour d'ivoire pendant longtemps, et que quelqu'un d'extérieur qui a suivi son album, mais il faut avoir confiance en cette personne, et moi j'ai confiance en tout cas, parce que je connais cette personne et je l'apprécie, lorsqu'il me dit j'aime pas, je pense que souvent je prends en considération son avis, et souvent il est bon, parce qu'il a une vision
commercial, mais pas avec forcément le côté péjoratif du terme. Et ça me permet de sortir d'habitudes graphiques que j'ai. Voilà. Alors moi, j'ai des choses que je fais parce que j'aime bien. Par exemple, c'est avoir des positions statiques. Souvent, un album, on cherche la dynamique. Moi, j'aime le côté posé, statique. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. J'aime ça. Comme un groupe de rock qui poserait. Alors souvent, mes personnages, je les mets dans des positions un peu statiques. Voilà. Mais hormis ça, je sais que vraiment les conseils qui sont arrivés de l'extérieur m'ont vachement aidé, m'ont beaucoup aidé, pour mieux parler, à composer justement mes images. Voilà. Donc je les prends en considération et ça m'a pas mal aidé. Voilà. Et là, justement, il y a 3 jours, j'ai fait une image pour un artbook et mon éditeur m'a dit « elle est nulle ». Et je pense qu'il a raison. Ça arrive, mais parce que c'est très compliqué. Je trouve que c'est très compliqué, ça peut être frustrant. Je comprends donc parfaitement ce que tu dis, mais c'est vrai que moi, je le vis différemment. Je dois préciser que souvent, je fais en fonction de ce qui m'est demandé. Et c'est les allers-retours d'indécision qui me gonflent énormément. Parce que j'ai pu faire pour un seul album récemment 4 versions de couverture. Je me suis repassé une semaine sur une couve parce qu'ils avaient une pure idée au marketing. Et le lundi, quand j'ai livré la couve sur le serveur de l'éditeur, j'ai pas de nouvelles et je les appelle. Ils me disent non, tout compte fait, on y réfléchit. On a déjà vu ça dans une autre collection, donc on va pas le faire. Et ça a le don de m'irriter parce que ça leur prend 2 minutes de se dire on va faire quelque chose et ça nous prend une semaine de la réaliser. Donc là-dessus, je suis inflexible. La couve, j'ai quand même envie d'avoir un avis très très carré dessus. Si je suis intimement convaincu que c'est la bonne, ils vont pas revenir dessus, quoi. Et je dois parfois me battre. On m'a refusé la couve de Lune d'Argent, par exemple, qui existe aujourd'hui. Et à l'époque, l'éditrice en voulait pas. Et puis quand il est sorti, les critiques étant plutôt bonnes sur le bouquin, j'ai su par des amis dessinateurs qu'elle confiait ce bouquin-là en disant « fais une couve dans ce style-là des jeunes auteurs ». C'est surréaliste, quoi. Pendant des mois, elle m'a dit « non, c'est pas possible, pas cette couve-là ». Avec le logo en plein milieu, le dessin qui est cadré vers le haut, non, elle est trop sombre. Enfin, elle avait tous les défauts du monde. 22 000 exemplaires vendus après, elle s'est dit « ah non, peut-être pas ». Voilà. Non, mais ce qui est certain, c'est que je pense que s'il y a trop d'intervenants, là, c'est vrai que c'est pas possible. Mais quelqu'un de confiance qui a vraiment un œil avisé, ça peut être vraiment bien. Mais en plus, il n'y a pas d'école. Je pense qu'il y a plein de cas de figure. Parce que moi, par exemple, sur les couvertures de Hoko, je les sens plutôt bien. Souvent, je tombe maintenant souvent dans le juste, même si on fait changer. Mais par contre, quand on me demande mon avis sur les couvertures d'Aslak, qui sont dessinées par... Je suis tout le temps à côté du... Je suis hors sujet à chaque fois. Je suis dans le faux. Parce que je les sens pas. Il faut que j'intervienne, donc. Ouais, je te passais la patate. Chaude. Patate chaude. On a eu beaucoup de galères sur le tome 1 d'Aslak. C'était compliqué. Moi, j'avais une idée de départ, et à cause de ce titre qu'il fallait mettre en bas, il y avait plein de nœuds graphiques. Il y avait des rames, et le titre, ça faisait des interférences. Donc il a fallu trouver une autre couve, et je n'avais aucune idée. Alors, on a fait quelque chose. Je crois pas que vous l'aviez, pour la version espagnole, vous l'avez pas, cette couve. Vous avez une nouvelle couve. Une nouvelle idée que j'ai eue, mais que je n'ai pas eue à l'époque. Et j'ai connu un peu ce qu'a connu Eric, où on sentait que... Parce que nous, on a un éditeur spécifique, Thierry Jour, à qui on s'entend très très bien. Mais on sentait que derrière Thierry Jour, il y avait plein de gens qui avaient donné leur avis. On avait l'impression que c'était même toute l'équipe Delcourt qui avait donné son avis, et qu'il y avait le camp des pour, le camp des contre. Et qu'au final... plein de gens avaient donné leur avis. À un moment donné, ça en était dégoûtant. On a envie de faire une couve blanche. Vous comprenez ? Bon, on a fait une couve quand même, mais au final, qui n'était pas franchement réussie, quoi. Voilà. Tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je reviens encore une dernière fois. Je pense qu'une couverture, c'est un parti pris toujours. Faut être carré et droit dans ses pompes quand on veut défendre sa couve. Le risque qu'on prend quand on écoute trop des avis contraires, c'est qu'on perd cette capacité de jugement. Et donc, on est un peu baladé entre des différentes personnes. Et c'est pas rassurant ni pour eux ni pour nous, parce que si on a 3 projets de couve, une mauvaise, évidemment pas terrible, la très bonne et la moyenne, le consensus va aller vers la moyenne, parce que ça sera le compromis le moins douloureux pour tout le monde. Et pour moi, c'est là où il y a un danger, et l'auteur doit être assez vigilant à ce moment pour dire non. Là, moi, je veux retravailler le truc. Pourquoi tu n'iras pas sur la très bonne ? C'est parce que, bizarrement, la très bonne, celle qu'on défend,
il y aura toujours quelqu'un qui va « ouais, mais si on la faisait autrement ». Et là, le doute va s'immiscer. Moi, ça m'est arrivé souvent. Non, mais ça, c'est le nombre d'intervenants. Oui, et j'ai vécu ça chez Delcourt en même temps, et ils sont un peu trop nombreux. Hein. Ils sont beaucoup. C'est un peu difficile parfois de contrer le marketing et la fab et tout ça. Mais bon, ça c'est de la soupe interne. Par contre, j'aime bien l'idée qu'une couve défende un point de vue, et les meilleures couves dans la bande dessinée en général, celles qui marquent. Je parlais de Lincal tout à l'heure, la première couve de Lincal, de ce John Defool qui bondit sur fond jaune, elle est purement géniale parce qu'il n'y a rien, elle est d'une simplicité phénoménale, et il y a tout l'album est résumé en un seul dessin. Et là, moi je dis bingo, c'est génial. Et quand on arrive à cette osmose entre ce qu'on défend et la qualité du dessin, on a la couve ultime. Mais c'est pas tout le temps. Donc quand on a besoin d'un conseil, c'est que soi-même on n'est pas convaincu. À partir du moment où les gens vont donner leur avis, et les avis vont s'accumuler. Donc attention. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est que... Ouais, désolé Franck, on va parler. Hein. Je commence à stresser. Non, ce qui est clair et tout, c'est que quand on est sur un album, tant qu'on n'a pas fait la couve, qu'on n'a pas vu la couve maquettée, etc., même si on a fait 40 planches, on ne sait pas à quoi va ressembler l'album, en fait. Et ça, c'est une sensation qui est assez étrange. En fait, c'est dès le moment où on a la couve qui est maquettée, etc., on dit, OK, maintenant, mon album, il va être comme ça, maintenant, j'ai plus qu'à le finir, etc. On remplit on termine les pages et tout. Mais même si on a fait 40 pages et qu'on n'est toujours pas d'accord sur la couve, il y a une sensation vraiment de pas savoir ce que ça va donner. Alors, je parle pas dans le cas d'une série où on a déjà fait pas mal d'albums, mais quand on attaque un nouveau projet, c'est horrible d'être finalement dans cet inconnu où on voit pas du tout. Et c'est vrai que la maquette, la couverture, même la C1, la C4, tout l'habillage de l'album va vraiment définir ce que va être l'album, quoi. Et on a envie d'y être quand on est en train de faire les pages. Et en même temps, comme disait Eric, il ne faut pas faire ça trop tôt parce qu'on n'est pas encore dans l'album. Trop tard, il y a un moment donné où effectivement on y sera peut-être plus trop dedans, on aura envie de finir. Enfin, du coup, il y a un juste milieu à trouver aussi, le bon moment pour la faire, et c'est pas toujours simple, quoi. Mais en tout cas, à un moment donné, il faut la faire, cette couve. Et... En général, vous vous occupez des couleurs de la couverture? En général? Moi, non, jamais. Non. Alors moi, les couvertures, c'est différent. Enfin, c'est même encore... Tu l'as pas barré, ta couverture? Non. Nous, sur Les Pirates, on fait carrément... Enfin, la couverture du tome 9, par exemple, je l'ai fait. Le 9 n'était pas encore commencé à dessiner, puisqu'ils mettent déjà la couverture du 9 derrière, en disant apparaître. Donc, je fais les deux couvertures en même temps, le tome 8 et le tome 9. En général, je fais un crayonné. Ouais, de toute façon, il faut que je mette un bateau dessus. Je fais un crayonné que j'envoie en général. Et il y a mon scénariste, il y a Franck Marien, mon directeur littéraire, et Christian Blondel, encore une fois, qui la regarde. Bon, puis jusqu'à maintenant, ils m'ont toujours dit ouais, bah, ok. Donc voilà, on est parti. Puis les couleurs, c'est Isabelle qui les fait là-bas. En votre cas? Moi, je fais toutes les couleurs de mes couves. Ouais. Toutes mes couves, le dessin couleur, je les ai toujours faites. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que je pourrais travailler avec un coloriste, mais j'ai déjà travaillé avec des coloristes dans certains albums, et je n'ai pas fait pour autant les couleurs Enfin, je ne lui ai pas laissé faire les couleurs de la couve. C'est juste parce que j'aime bien faire ça, en fait. Mais là récemment, à part Ulysse, qui n'est pas encore sorti ici en Espagne, où j'ai pas fait les couleurs à l'intérieur, j'ai aussi fait la couleur de la couverture parce que ça me plaisait. Donc, c'est juste un rapport artistique avec le résultat. Il n'y a pas d'alchimie autre que l'envie de faire un beau dessin. Le ton de la couverture influence l'intérieur ou pas? Est-ce que ça influence la personne qui mettra les couleurs après l'intérieur? Non, parce que généralement elles sont faites en parallèle de la création de l'album. Il y a un décalage entre le démarrage des couleurs et moi l'avancée du bouquin. Pour ce qui m'occupe sur Ulysse, chez Delcourt, j'en suis à 30 pages du tome 2. Le coloriste vient de commencer, donc, et j'ai pas encore fait la couve du tome 2. Donc non, ça influence pas. Non, par contre, le traitement de la couverture est parfois un petit peu différent des couleurs de l'intérieur. Ouais. Pas tout le temps, hein, mais ça peut arriver. Moi, par exemple, dans mon album, je travaille donc avec ma copine Sophie. Les couleurs de l'extérieur, donc de la couverture, on les pousse un peu plus qu'à l'intérieur de l'album. Voilà, c'est une volonté. Mais c'est deux choses qui ont rien, qui peuvent être différentes, quoi. Voilà.
Il faut juste que ce soit un peu cohérent graphiquement, mais voilà. Pour une, je sais pas, pour une volonté que ce soit plus, je sais pas, la couverture, je la voulais différente, un peu plus illustrative, un peu plus travaillée que l'intérieur, parce que pour moi, la couleur à l'intérieur d'un album, je la conçois pour accompagner la lecture, mais je veux pas qu'elle soit trop poussée pour pas que la couleur prenne le dessus sur le dessin. Voilà. Donc à l'intérieur, je les veux un peu plus synthétiques. Voilà. Quand je parle de l'intérieur, c'est l'intérieur de l'album. Volviendo al tema... Juste, j'avais eu il y a 20 ans, il y a un directeur littéraire de chez Dargaud à l'époque qui m'avait dit, parce que je voulais faire mes couvertures, je voulais faire une toile à l'huile à l'époque. Et il m'avait dit, je te le déconseille, parce qu'il m'avait dit, si jamais tu fais une couverture qui est très belle à l'huile et qu'à l'intérieur, ta couleur ne suit pas la couverture, tu risques d'amener une déception chez le lecteur qui va ouvrir l'album, il risque de le reposer. Et il m'a dit, je sais pourquoi tu veux faire ça, parce que les couvertures de Blueberry, c'était des fois des toiles, les Rosinski, tout ça, 13. Mais il m'a dit, ça, c'est des auteurs qui ont déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans de carrière. Donc eux, le lecteur, il sait ce qu'il a dedans, il ne sera pas déçu par la couverture. Mais il m'a dit, toi qui es un jeune, qui débute, si tu fais une couverture presque trop belle, il me disait, entre guillemets, par rapport à ce qu'on va avoir à l'intérieur, tu risques d'amener une déception à ton lectorat. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. C'était Claude Giminini qui m'avait dit ça à l'époque chez Dargaud. Les comics en sont l'exemple. Aux États-Unis, il y a beaucoup de très bons cover artistes. On ouvre un comics et derrière, ça pique les yeux. Voilà. C'est même pas le même dessinateur. Oui, c'est pas le même dessinateur intérieur, mais c'est violent, quoi, parfois. Et parfois, ça peut amener plus de mal que de bien. Moi, il m'est arrivé d'acheter des comics que pour la couve. Voilà. Et on m'avait dit, il vaut mieux faire une couverture qui ressemble à ce que tu vas présenter dedans, parce qu'au moins, comme tu dis, tu risques pas d'avoir le truc que tu dis. Si c'est moche devant, on sait que c'est moche dedans. Voilà. Au moins, le gars qui l'a acheté, il sait pourquoi. Mais là, sur Luna, en général, on fait toujours la même technique, effectivement. Il se trouve que sur cette couverture-là de l'intégrale, comme c'était une intégrale, on avait décidé de se faire plaisir et de changer. Et donc, effectivement, là, on a beaucoup plus poussé le dessin de couverture. En fait, j'ai fait un dessin juste au trait, sans ancrage, sans rien. Et c'est Fred Besson qui a fait les couleurs, qui lui amène une espèce de modelé un peu, un côté un peu en 3D. Voilà, et bon, c'était fun. Par contre, c'est vraiment sympa à faire parce qu'en fait, à voir en tout cas sur le dessin, parce que moi, du coup, le dessin, c'est un truc qui est fait assez rapidement, finalement, juste pas en crayonné, c'est un crayonné un peu clean. Mais je trouve que pour une couverture, c'est vrai que ça avait du sens. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis même posé la question, quand j'ai vu cette illustration, vu que Luna était un petit peu implantée, est-ce qu'on ne se referait pas une réédition avec tous les tomes de la série dans cet esprit-là, du coup, quoi, d'essayer de remettre un peu au goût du jour le truc, quoi. On m'a dit que c'était une très mauvaise idée, mais je crois qu'ils n'avaient pas envie de payer encore des frais supplémentaires pour des couvertures qui existent déjà. Et voilà, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir, et c'est vrai que ça revenait là-dessus, où effectivement je me disais, quitte à faire une couve d'une intégrale, autant essayer de faire un truc un peu conséquent, qui change un peu, et qui a un peu d'impact, et je trouve qu'elle fonctionne plutôt pas mal, quoi. Pour revenir au thème central de la séance, qui est l'aventure, j'aimerais vous demander si vous avez des références, des modèles que vous souhaitiez nous recommander lorsque vous êtes face à un travail d'aventure, de cow-boy, de samouraï, de viking. Est-ce que vous cherchez des films des années 40, 50, 80? Est-ce que vous cherchez des livres? Vous cherchez d'autres BD ou des références? Moi, Musica. en matière de bande dessinée, oui, Les Passagers du Vent, il y en a d'autres. Il y a beaucoup qui sont des inspirations. Après, moi, ce qui m'inspire énormément, c'est les illustrateurs du début du XXe siècle. Je pense à Heinrich Klee, Joseph Clément Coll. C'est des illustrateurs noirs et blancs qui dessinaient à la plume et qui tramaient les dessins à la plume avec des nuances magnifiques, créaient des reliefs et des dispersions de lumière juste avec des traits de plume. Et ils illustraient pour des quotidiens en noir et blanc des histoires fantastiques qui se passaient dans une Inde coloniale assez étrange, et avec des dieux indiens. Et c'était franchement magnifique. Coll, je le recommande à tout le monde.
un des plus grands illustrateurs des années 1900-1910. Et lui fait partie de mes références. Par contre, ça ne se voit pas forcément dans mon travail, mais quand j'ai encre à la plume, je regarde ces mecs-là. Je regarde Heinrich Klee, comment il dessine un centaure. En fait, il dessine un cheval ou un taureau, mais il lui donne une forme humaine, mais quelque part, il dessine tellement bien les membres de l'animal que ça m'apprend des choses dans mon dessin. Et je pense d'ailleurs que Loisel a dû dessiner ses centaures en voyant les dessins d'Heinrich Klee, par exemple, dans Peter Pan. Et donc, on peut trouver des références chez des gens qui ont œuvré il y a un siècle. Dans l'illustration en couverture, on peut prendre Leyendecker, qui a travaillé sur le Washington Post bien avant Norman Rockwell. Leyendecker, c'est un tueur, ce mec. Il a une touche picturale, il pose ses couleurs. Il y a toute la composition du futur Norman Rockwell, mais il y a aussi une modernité qui dépasse Norman Rockwell, et ça en 1920. Vous voyez. Et ce gars-là n'est pas très connu en Europe. Je conseille à tout auteur d'avoir une anthologie de ce gars, c'est une claque, quoi. Et on retrouve ses influences chez Olivier Vatine quand il pose des couleurs, et je sais qu'Olivier aime beaucoup Leyendecker, et c'est des vecteurs communs à beaucoup d'illustrateurs, quoi. Donc les sources sont énormes. En plus, Internet le permet d'autant plus facilement pour une nouvelle génération, ce que nous, on ne pouvait pas faire à nos débuts. C'est peut-être beaucoup pour eux, d'ailleurs, les jeunes auteurs, d'avoir autant d'informations. Nous, on faisait un tri à travers les livres. Quand on avait un Graal, qui était une anthologie de phrases-état, je peux vous dire que dans les années fin 70, c'était merveilleux. J'ai eu le Frankenstein de Benny Wrightson, publié en version française, des éditions du Chêne, je crois, c'était en 82. Mais ce bouquin-là, je l'ai toujours, c'est fantastique de posséder ça. Mais aujourd'hui, il suffit de taper Wrightson, Frankenstein, et on aura toutes les illustrations en une seconde. Donc on a une possibilité décuplée de trouver l'information graphique, mais je pense que le livre permet de se retrouver dans cette information graphique en intimité. C'est pas le même rapport que quand on est sur la toile. Voilà. Donc après, c'est aux jeunes auteurs et aux auteurs en général d'aller à la pêche, d'en parler avec d'autres copains, de savoir quel bouquin ils ont aimé. Mais je pense qu'il faut aller très loin en arrière pour trouver des bonnes influences. Il faut aller chercher avant l'âge d'or américaine, avant les années 40, il y a des très très grands illustrateurs. Donc des gars qui auraient fait des BD formidables aujourd'hui. Voilà. Merci. Mais après, je sais qu'on sait aussi, pour ma part, moi je me suis beaucoup influencé des classiques aussi, mais finalement de pas mal de BD. Et j'en discutais avec Loisel une fois, et il me disait que quand alors ils sont pas si vieux non plus, mais quand ils ont débarqué, ils avaient, ça recoupe un peu ce que dit Eric, c'est qu'ils avaient moins de références que nous en fait. C'est-à-dire que Loisel, quand il devait faire une forêt, il allait aussi piocher, mais du coup il piochait plus dans des illustrateurs ou les peintres, etc. Parce que finalement en BD, il n'y avait pas grand monde qui avait exploré la forêt à ce moment-là. Il y avait quelques trucs quand même déjà. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps, il y avait moins de références. Maintenant, finalement, moi je sais quand j'ai commencé de la BD, effectivement, j'aimais bien comment faisait Loisel de la forêt, donc j'ai beaucoup regardé ça. Dans le deuxième tome, Luna, elle est la forêt est en neige et tout. Je sais que j'avais en tête ce qu'avait fait Claire Wendling sur Les Lumières de la Malou, où elle dessine la forêt en neige comme personne, quoi. Du coup, moi, je prenais ça. Mais Claire Wendling, quand elle a fait la forêt dans la neige, elle a dû aller voir avant aussi, mais avant, c'était plus Ricochet. Voilà, on remonte. Alors maintenant, effectivement, ceux qui commencent la BD maintenant, ils ont finalement tout a été déjà presque balisé. Donc pour trouver quelque chose de, on va dire d'original ou de différent, c'est très compliqué. Par contre, tout est beaucoup plus simple pour tout le monde finalement. Après, si on parle juste des influences, moi, de toute façon, les influences pour moi, elles sont partout. C'est bien la musique, que les films, qu'un bouquin, qu'une illustration, qu'un roman. Que c'est vraiment un tout. Le jeu vidéo, pour moi, est une source maintenant aussi incontestable d'influence. Je trouve que c'est un des médias les plus riches actuellement. Je parle d'un point de vue purement graphique, de tout ce qui est amené. Quand je vois toutes les recherches d'un jeu vidéo, je me dis, ouais, ça comprend en tout cas tout ce que j'aime, mais aussi c'est d'une richesse extraordinaire. Bref, c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Après, c'est vrai que je reste... je ne sais pas si Eric en parlait d'un côté nostalgique, mais moi, c'est vrai que je reste très nostalgique, effectivement, de cette époque où le bouquin avait quand même on avait de la difficulté à le trouver. Et quand on le trouvait, effectivement, voilà, comme on disait la dernière fois, on s'est fait la réflexion en allant aux États-Unis. Avant, quand on allait aux États-Unis il y a 20 ans,
On revenait avec des perles qu'on trouvait nulle part et ça nous rendait fous, quoi. Maintenant, on va aux États-Unis et finalement, on se rend compte qu'on n'achète plus rien, en tout cas dans ce genre de truc, parce que finalement, on va sur Amazon, on peut l'avoir, on va dans Google Images, on aura tout. Et je trouve qu'il y a un côté un peu, une nouvelle époque. Et nous, on est un peu les auteurs de transition de cette époque. Et ça fait un peu bizarre, c'est un peu dommage, je trouve. C'est effectivement quelque chose qui se perd. Et en même temps, de toute façon, il faut évoluer avec son temps aussi, quoi. Hay que respetar el tiempo. Ha trabajado en el cine, ha trabajado también en publicidad, con videojuegos. J'aimerais juste rebondir sur ce qui s'est dit là. Parce que là, on parlait vachement du côté plastique, du côté esthétique. Mais sur le scénario, les influences aussi sont nombreuses et multiples. C'est vrai que ça peut être la musique et tout. Enfin voilà. Ça peut être aussi l'histoire, des choses vraiment concrètes. Ça peut être plein de choses. Des choses qui se sont arrivées de façon intime. Pourquoi on va sortir une histoire? Qu'est-ce qui nous a marqué? Comment on transforme les éléments justement pour que ça ne soit pas que de la copie, mais ça devienne quelque chose de personnel. Donc là, c'est un sujet très 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 vaste. Hein, voilà, là, on rentre sur des terres, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour en parler. Et il y a un match. Mais on a tout le temps. On a tout le temps devant nous. Mais c'est vraiment passionnant. Et c'est vrai aussi que, je suis entièrement d'accord, la rareté crée le côté sacré et précieux. Et ça se perd. Et voilà. On est dans un monde de profusion et donc d'un côté ça devient de plus en plus facile pour trouver ce qu'on cherche, mais c'est de moins en moins des pépites d'or, quoi. Alors qu'avant on avait quelque chose d'hallucinant, on se disait qu'on vivait des... Moi je partage complètement l'expérience, effectivement j'ai vécu la même chose, donc ça c'est très troublant, mais c'est notre époque qui veut ça et c'est très positif aussi, hein. Oui. Oui. Et vous? Oui. Concernant les influences, j'ai beaucoup lu Tintin, c'est assez étrange. Norris. Mon Dieu. Du calme. Non, moi, j'ai une influence qui me surprend des fois. Je fais des poses de personnages, je dis, tiens, on dirait le Captain Haddock, qui est surpris par, je sais pas quoi, un serpent. Donc c'est des influences dont je n'ai pas vraiment conscience. D'accord. Et j'ai surtout, au niveau dessin, j'ai beaucoup étudié Daumier. Je ne sais pas si vous avez connu Honoré Daumier en Espagne. C'est un caricaturiste du 19e siècle qui a fait beaucoup de peintures. J'ai beaucoup étudié sur ce personnage parce qu'il y avait des jeux d'expression intéressantes. Après, en BD... j'ai décidé de ne plus m'inspirer de quoi que ce soit. Je regarde des photos, je cherche sur Internet. Concernant les Vikings, il y a beaucoup de reconstitutions, des gros fondus, des gros fans, des gros fous de reconstitution. Donc on peut trouver pléthore de documentation, que ce soit sur les épées, les dracars, sur les vêtements, les façons, je ne sais pas moi, de forger une épée. On peut trouver tous les détails. Après, il y a les parts inconscientes, il y a les souvenirs personnels. J'essaie au maximum de s'émir de ça, d'une forêt. Comme je me suis beaucoup baladé dans les forêts quand j'étais enfant, c'est vrai. Je n'étais pas citadin, donc j'essaie de replacer tout ça dans une BD, c'est l'occasion, quoi. Voilà. Okay. Toi, tes souvenirs. Ah non, mais moi... Sur la documentation, enfin sur les inspirations. Non, moi c'est des inspirations comme tout le monde, quoi. Non. Comme tout le monde. Tu vas développer C'est PSG, influence PSG. Non, mais... c'est filmé. Oui, mais j'ai pas, tous les dessinateurs réalistes. Moi, par contre, Tintin, moi, ça m'a jamais effleuré. Hein. Voilà. Pas une seconde. La forêt. Non, mais c'est-à-dire que, je sais pas, Tintin ou Black et Mortimer, par exemple. Moi, personnellement, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris comment on pouvait lire une bande dessinée où le gars il ouvrait la porte et au-dessus c'était marqué et Black ouvrit la porte.
Je me suis dit, ça sert à rien de mettre un dessin si on l'explique au-dessus. Mais je crois que c'était le style voilà. Donc surtout les dessinateurs réalistes des années 70. Par contre, il y a un truc qui est sûr, comme dit Nicolas Kiramidas, je pense que maintenant, avec Internet, les jeunes dessinateurs qui arrivent, enfin ceux qui ont 20-25 ans, je trouve qu'ils sont bien plus forts en tout cas que moi quand j'avais 20-25 ans. Et je pense que c'est l'accès à l'image, parce que nous, à l'époque, c'est vrai que ça ne va rien dire à personne, mais dans les années 80, il fallait aller à Paris, à la librairie Parallèle, pour trouver un fanzine qui amenait une image, ou qui amenait les comics américains, on ne les avait pas. Voilà. Donc c'était un peu compliqué, alors que maintenant, effectivement, surtout, ça tape tout style, tout genre, facilement, du manga asiatique à la BD américaine, et je pense que les jeunes générations sont très fortes. Alors, moi, je suis d'accord aussi. Je pense que techniquement, les jeunes générations sont beaucoup plus fortes parce que grâce à la documentation, comme on disait, qui est beaucoup plus accessible, les outils technologiques aussi, le travail sur sur ordinateur, avec les logiciels, etc., permettent des capacités de revenir sur son travail, d'agrandir. Bon, c'est assez formidable. Par contre, je pense que je ne suis pas certain qu'en le style, c'est important aussi. Même parfois, on peut avoir un dessin moins académique, moins fort au niveau de mais avec un style très fort. Et est-ce que ce style, est-ce que justement, je me pose la question, je n'ai pas de réponse, mais est-ce que même si les jeunes partent, enfin, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais enfin, les nouvelles générations qui arrivent ont une technique forte, parfois j'ai l'impression que cette technique a tendance à se ressembler. Les choses se ressemblent parfois, convergent. Et je pense qu'une des grandes richesses dans la narration, c'est parfois d'avoir un style un peu à soi. Et ça, c'est très très compliqué. Ouais, mais ça, le style, après, c'est autre chose. Il va y en avoir 1 sur 30 qui va... Loisel a amené quelque chose, mais ça, c'est pas tous les dessinateurs. Après, comme tu dis, il y a de bons techniciens, et puis il y a ceux qui ont le petit truc en plus. C'est pareil au football, il y a des bons footballeurs, puis il y a celui qui a le petit truc en plus. et donc, il y en a toujours des qui vont amener des Hugo Pratt, des Loisel et tout. Il n'y en a pas un tous les 2 ans, il y en a un tous les... Le style, c'est un peu le défaut maîtrisé. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un défaut qui caractérise un dessin, et la maîtrise technique de l'auteur, sa plus-value sur les années va donner à ce défaut une maîtrise. Parfois, oui. Et on a Loisel qui ne savait pas dessiner les pieds, qui foutait ses personnages dans des herbes hautes, a dessiné les plus belles herbes hautes qu'on n'ait jamais fait en fantasy, parce qu'il avouait de ne pas savoir dessiner les pieds. C'est des trucs bêtes, mais il a contourné ses limites, ses défauts, en apprenant d'autres choses pour rendre une plus-value au bout du compte. Ça va, il savait bien dessiner les mains, heureusement. Sinon, je pense qu'il aurait fait. Et puis aussi les arguments de police aussi. Mais Pratt, c'est pareil, il a caractérisé son style avec un effet de plume très sec, très cassant. C'était pas gagné dès le début. Donc, dans le fond... mais gardons nos défauts, quoi. C'est pas gagné dès le début, il a dit. Ouais, moi je pense que les défauts parfois ça peut être un attrait, quoi. Ça peut être quelque chose ça peut devenir une qualité, quoi. Si derrière il y a un travail. Non mais c'est évident, je suis entièrement d'accord. Mais si c'est trop lisse, si les produits se ressemblent tous les uns avec les autres, c'est anthropique. Les choses Alors, on revient à cette génération actuelle qui est nourrie d'images et qui finit par se ressembler. En fait, on a accumulé des tueurs en dessin ces dernières années, mais qui n'ont pas forcément un univers à défendre. Ça va être plus compliqué pour eux, parce que dans la masse, ils auront plus de difficultés à émerger. Mais les meilleurs s'en sortiront. De toute façon, il n'y a pas d'école pour apprendre le talent. On l'a en travaillant, et on l'a peut-être au début, mais il faut quand même avoir quelque chose qui nous fasse faire la différence par rapport à la majorité des autres dessinateurs. Donc c'est pareil pour toutes les générations. Je pense que dans les nouveaux gars qui arrivent, ils auront les mêmes difficultés que nous. Comme nous, on a eu des difficultés et que ceux d'avant ont eu les leurs, elles sont assez communes en fin de compte. Quand on discute avec des auteurs plus anciens, on s'aperçoit que les gars là, ils en avaient autant que nous, quoi. Ouais. Et je pense qu'une bonne bande dessinée... Et je pense qu'une bonne bande dessinée, c'est souvent le croisement entre un beau dessin ou un dessin charismatique, une histoire intéressante et une narration, une façon de la raconter. Oui. Voilà, c'est la conjonction de tout ça qui va faire que ça sera réussi ou pas, quoi. Il peut y avoir quelque chose de très très beau, par exemple, un très beau dessin, mais derrière, sur une série, l'histoire, à un moment, s'avère être un peu faible.
Eh ben, la série sera, voilà, elle sera peut-être un peu ratée. Tu dis ça pour moi? Non, non, je dis non, de façon générale, pas du tout. Estamos acabando la sesión. La séance. Siempre hacemos la última pregunta, La dernière question est toujours la même. ¿Qué estáis trabajando en Sur estos quoi momentos? travaillez-vous Hace maintenant? muy pocos meses Il y a que sé que quelques mois, Leonidas en M. Madrid Caramidas nos à explicaba que Madrid nous a estaba expliqué. en un proyecto con Disney. M. Caramidas nous a expliqué il y a quelques mois à Madrid qu'il travaillait avec un projet sur Disney, avec Disney. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Il n'y a pas vraiment de nouveautés, ça avance. C'est avec Disney, ouais, c'est un Mickey. Et c'est avec Lewis Rondem au scénario. Et c'est Glénat qui a réussi à obtenir les droits en fait que certains auteurs s'amusent avec. Donc Loisel, on en parlait, en fait un aussi. Il y a Causé qui en fait un aussi. Loisel est le numéro 1. Alors, il n'y a pas, pour l'instant, c'est un peu flou sur les dates de sortie et tout ça, c'est un peu compliqué. Loisel n'est pas le plus avancé. Causé a presque terminé son album. Moi, j'ai fait 15 pages, j'ai fait. Et voilà, donc la différence par rapport à décembre, effectivement, où je devais attaquer, maintenant, j'ai fait 15 pages. On est, si je bougeais pas autant, ce serait une autoroute, quoi. Mais voilà, mais en tout cas, c'est assez fun de réinterpréter à sa sauce ce personnage aussi. Donc c'est assez marrant ça aussi. En tout cas, moi je sais que je m'amuse bien. Après c'est un truc pour l'instant, c'est pas du tout. Alors je parlais tout à l'heure de la difficulté de la couverture, on n'en a même pas encore parlé, mais pour l'instant comme on est sur un truc un peu hybride, on veut un côté un peu vintage et tout ça. On n'a aucune idée de ce à quoi va ressembler l'album. Et c'est ce que je disais justement tout à l'heure, on ne sait pas du tout si on va prendre une couve complètement vintage ou alors partir sur une on ne sait pas. Et ça, j'aimerais qu'on en parle à un moment donné avec sérieusement et rapidement, parce que maintenant, effectivement, que je suis bien dans le rythme de l'album, c'est maintenant que j'ai envie de savoir à quoi va ressembler effectivement l'album au final, en fait. Parce que maintenant, j'ai une idée du dedans, en fait, mais j'aimerais voir l'emballage. Et justement, j'ai amené un carnet de croquis là, et j'ai trouvé un carnet qui me plaisait bien. J'ai commencé à faire des Mickey dedans, et j'ai envoyé ça à Lewis Trondheim la dernière fois en lui disant que ça pourrait faire une bonne page de garde. Donc pour l'instant, je suis même pas sur la couche, sur les pages intérieures. Et effectivement, il a retenu l'idée. Donc maintenant, j'ai du boulot pour déjà terminer ça. Donc on sait maintenant, on a les pages de garde, et après on a l'intérieur, mais on ne sait pas à quoi va ressembler l'album. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Bonnet. Je fais la suite des Pirates, donc le tome 9. Le numéro... Le tome 9 qui sort en janvier en France. Il est con, Simon. Voilà. Non, mais développe parce que... Ah bah... après, le bateau coule. Ouais, après, je ne sais pas encore si on va faire un 10 et 11. On va voir avec le scénariste. Enfin, le scénariste a bien envie. On va voir avec l'éditeur. Sans doute. On va voir. Okay. Ouais, mais ça se passe bien avec l'éditeur. Monsieur Yves. Donc la question c'est sur les projets. Hein. Qu'est-ce que tu fais après, oui. Donc moi, personnellement, là, dans les mois qui arrivent, je finis mon 10e album et le dernier de Oko. Donc l'histoire sera finie. Et après c'est Entropie. En même temps, je vais, quand j'aurai fini avec... parce que je co-scénarise donc la série d'Aslak avec un deuxième scénariste. On va donc se mettre sur l'écriture du 5e album, 5e opus, qu'on passera donc à Emmanuel qui aura fini à ce moment-là. Et derrière, j'attaquerai une nouvelle série. Voilà. Ce ne sera pas d'ailleurs une série, c'est une nouvelle histoire, on va dire. T'en dis pas plus. Non. Non, là, non, j'en dis pas plus parce que c'est trop frais, voilà. Et ce ne sera pas fantastique. Ce sera pas fantastique. Ça sera plus Oko, ça sera quelque chose d'autre. Voilà, ce sera dans un contexte historique. Mais après, on a encore du temps, donc voilà. D'accord. Je touche du bout. Monsieur Oui, moi je suis sur Aslak 4 en ce moment. Voilà. Oui. Je continue sur Aslak 4. Et puis c'est tout. Non, bien, il est concis, monsieur. Alors, attention, Islardis. Actuellement, je travaille pour les éditions Delcourt sur un scénario de Xavier Dorisson. On a choisi d'adapter Le Voyage d'Ulysse
écrit par Homer, en le décalant durant la Révolution américaine en 1780, ce qui fait que c'est un voyage à travers des terres indiennes non explorées, avec un capitaine de bateau qui emmène tous ces hommes affronter le Cyclope. Donc c'est des légendes indiennes, c'est la rencontre avec tous les personnages qu'on a dans l'histoire d'Ulysse, à terme. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on en fera, si ça sera certainement des albums courts. C'est-à-dire le premier la première histoire du Cyclope fait 2 tomes. Ensuite, on pourra faire un album complet par personnage ou par chapitre. Par contre, on ignore si on en fera une série parce que maintenant, on est toujours lié au résultat. Et économiquement, c'est toujours très compliqué en ce moment de projeter une série dès le tome 1. Donc on prendra acte au tome 2 de savoir dans quelle direction on part. Et là, actuellement, le 1 est sorti au mois de janvier et le tome 2, j'en suis à 30 pages. Sur 52. Gracias. Bueno, quería agradecer sinceramente que hayan aceptado vous remercier sincèrement d'avoir accepté notre invitation de venir esta semana. de passer cette semaine à Barcelone. J'espère que Barcelone va vous plaire. J'espère que vous allez bien profiter de cette semaine à Barcelone. Et nous sommes enchantés de pouvoir lire vos histoires en espagnol. Hay que reconocer también la labor del editor, una editorial muy joven, pero que ha hecho una recuperación de títulos muy interesantes con una edición muy cuidada. Y los aficionados yo creo que estamos de lujo recuperando todo este material de la última década y estamos muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación. Solo me queda, por último, agradecer a la traductora que nos ha ayudado a que podamos hacer la sesión correctamente. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes por venir y hasta la próxima. Nos vemos. Bientôt.